Et nos invités ce soir, Alexandre Négrus, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'Institut d'études géopolitiques appliquées. Et avec nous également, Lynn Tehini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste franco-libanaise. Vous rentrez de Beyrouth. Vous avez atterri tout à l'heure. Vous êtes en France ce soir. Dans quel état vous avez quitté votre pays tout à l'heure ? Alors, c'était très compliqué. Déjà, juste pour vous donner une petite idée de l'ambiance sur la route vers l'aéroport. Les routes vers l'aéroport, donc c'est la route qui va vers le sud du pays, était totalement vide. L'aéroport totalement vide, ça nous a rappelé un peu la période de la pandémie de la Covid-19. La totalité des vols, l'ensemble de très nombreuses compagnies étrangères ont annulé leurs vols, à part la compagnie iranienne. Il n'y a que la Middle East qui dessert aujourd'hui l'aéroport de Beyrouth. Donc c'est par cette compagnie que vous êtes arrivé C'est par cette compagnie que je suis arrivée. Le vol était surbooké et comme votre correspondant le disait tout à l'heure, les vols sont surbookés jusqu'à dimanche. Il y a beaucoup de personnes qui veulent quitter le pays. Il y a beaucoup de personnes qui veulent quitter le pays. C'est la panique, on va dire, et c'est normal. La peur a gagné tous les civils Oui. Au Liban. Aujourd'hui, la peur a gagné tous les civils parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2020, le pays a été secoué par cette explosion du port de Beyrouth. Et puis aussi, il y a la fameuse guerre de 2006, en fait, qui fait revivre aux Libanais de très, très mauvais souvenirs. On accueille notre invitée ce soir, une autre invitée, Soulaïma Mardam-Bey. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste à L'Orient le Jour. C'est le quotidien francophone libanais. On était en train de faire un point sur la situation à Beyrouth, notamment ce soir. Que disent les Libanais de la situation ? Dans quel état psychologique déjà sont-ils ? Alors les gens vont très mal. Il y a une forme de psychose un peu générale. Les gens ont très peur. C'est vrai que le bilan humain s'est alourdi comme ça subitement tout d'un coup. Vous avez eu beaucoup de civils qui ont été touchés lundi, plus de 500, et vous avez eu beaucoup de... vous avez eu 58 enfants qui ont été tués, ouais. Voilà, 94 femmes, etc. Et donc, les gens ont peur. Il y a aussi ce sentiment que le cauchemar ne va jamais se terminer parce qu'il y a eu une crise économique très grave. Pendant la crise économique, il y a eu une ville, quand même, la capitale, qui a explosé à la figure de ses habitants. Et puis maintenant, la guerre et... Voilà. C'est-à-dire que si on compare avec 2006, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure aussi un peu hors plateau, il y a des problèmes qui s'ajoutent et qui s'accumulent. Bien sûr, ce n'est pas du tout. Le Liban d'aujourd'hui n'est pas le Liban de 2006. Aujourd'hui, il y a une crise, on va dire, économique, qui est une très, très grosse crise économique. Aujourd'hui, le Liban, s'il y a une reconstruction, il n'y aura pas le soutien des pays du Golfe, parce qu'ils étaient là, et c'est grâce à eux que le Sud a été reconstruit. Aujourd'hui, on évalue les pertes à plus de 10 milliards de dollars dans le Sud Liban, donc dans un pays en pleine crise. Et puis, il y a aussi une crise sanitaire, parce qu'aujourd'hui, les hôpitaux sont débordés. Et donc, ce n'est pas du tout la même image que le même cas que 2006. Vous Non, je confirme les... Alexandre Négrus, d'un point de vue, on va dire, géopolitique, ça fait des mois qu'on craint une attaque d'Israël dans cette région. Tous les jours, quasiment toutes les semaines, on disait ça va finir par arriver, ça va finir par arriver. Pourquoi ça arrive maintenant ? Si vous voulez, déjà, si on recontextualise depuis le 7 octobre, dès le lendemain, toutes les milices et tous les proxys iraniens se sont alliés pour attaquer Israël d'une manière ou d'une autre. Et depuis le 7 octobre, Israël est dans une guerre de basse intensité contre ces milices, contre le Hezbollah, contre les Houthis. Aujourd'hui, il y a une intensification de ces combats. Je crois qu'il est très important d'analyser... Mais il n'y a pas eu d'éléments nouveaux, pour que ces bombardements contre les cibles Il y a un élément nouveau, arrivent. C'est-à-dire l'évolution du contexte à Gaza. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Israël estime arriver vers la fin de son travail à Gaza, d'élimination des infrastructures militaires du Hamas, d'amoindrir le danger en provenance du Hamas, qui aujourd'hui constitue une menace plus résiduelle du fait de cette intensité de la guerre à Gaza. Et si on analyse de près les discours des dirigeants israéliens depuis le début de la guerre contre le Hamas, souvenez-vous, le lendemain du 7 octobre, le ministre de la Défense israélien annonçait « Nous allons abolir l'OTAN à Gaza ».
Ça fait près d'un an que la guerre à Gaza est intense. Aujourd'hui, il y a quelques jours, Netanyahou a déclaré qu'il va y avoir un changement radical à la frontière nord. Donc si on suit le cheminement et les discours, si on analyse précisément, puisque c'est aussi le travail qu'on doit faire quand on analyse la géopolitique, c'est analyser les discours des dirigeants. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour qu'il y ait une augmentation de l'intensité. On n'est pas encore dans ce que l'on qualifie de guerre totale, mais il y a une intensification des combats et il y a des signes annonciateurs que les combats vont désormais se concentrer dans le sud du Liban. C'est ce qu'on peut craindre, selon vous, une guerre totale ? Alors moi, j'ai un peu de mal avec l'expression de guerre totale. Je comprends ce que les gens veulent dire par là, mais à partir de quand est-ce qu'on considère qu'on est en guerre et qu'il y a une guerre totale ? Est-ce que quand le journaliste Haïssam Abdallah a été tué par un bombardement israélien en novembre dernier, est-ce qu'on était dans la guerre ou pas ? Enfin, c'est une expression qui pour moi n'a plus grand sens aujourd'hui, en tout cas dans le contexte libanais. Maintenant, est-ce que ça peut être encore pire ? Oui, ça peut être encore pire. C'est un puissant fond, donc oui. C'est l'impression que vous avez d'un cycle un peu sans fin ? C'est l'impression qu'on a d'un cycle sans fin, mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que l'Iran ne veut pas d'un changement des règles d'engagement. Donc en même temps, il faut essayer de lire entre les lignes. L'Iran ne veut pas le changement de ses règles, donc elle veut que revenir, si vous voulez, revenir un pas en arrière, rester sur les combats Hezbollah, Israël à partir du sud Liban. Aujourd'hui, ça a dépassé cela. Aujourd'hui, on est en train de voir, après l'histoire de l'explosion des pagers la semaine dernière, après l'assassinat du commandement de cette force spéciale du Hezbollah qui était très important, donc presque l'ensemble des membres de ce fer de lance du Hezbollah qui s'appelle la force Radwan, ils ont presque tous été assassinés. Donc on sent que Israël est en train de pousser pour que ça aille en crescendo, mais que l'Iran ne veut pas de cela. Et donc le Hezbollah, aujourd'hui, on sait aussi que le commandant en chef du Hezbollah, que le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a envoyé une lettre au guide suprême iranien pour lui demander s'il intensifie les bombardements, s'il passe à la vitesse supérieure. Et pour le moment, il n'a pas de réponse positive du côté iranien. Et vous disiez toutes les conditions sont réunies là pour que ça s'accélère. Netanyahou, pardon de l'expression, mais il a un peu un boulevard devant lui en ce moment. Du côté israélien, certaines conditions sont réunies. Et le Hezbollah est quand même affaibli. Oui, ça c'est sûr. Après les attaques de beeper, c'est sûr qu'il est affaibli, mais c'est un peu tôt je crois que c'est un peu tôt aussi pour dire cela parce qu'en 2006, dans les premiers jours, on sentait que le Hezbollah était très affaibli et qu'après on a senti qu'il avait une montée en crescendo. Donc personnellement, je ne sais pas si on peut s'engager pour cela, même si aujourd'hui ce n'est pas 2006. Aujourd'hui, la stratégie d'Israël n'est pas la même que celle de 2006. Oui. Alors, le Hezbollah est effectivement amoindri, puisque vous l'avez mentionné, dans ses capacités opérationnelles, militaires, logistiques, de commandement. Il a subi d'importants revers, mais le Hezbollah bénéficie encore d'une importante profondeur stratégique. C'est-à-dire qu'il bénéficie aussi du soutien de milices syriennes, irakiennes, qu'il entraîne lui-même, avec aussi le soutien évidemment de l'Iran, mais le Hezbollah est autrement plus puissant que le Hamas, dispose aussi d'importantes capacités. Il faut rappeler qu'il a dans ses rangs, on estime, environ 40 000 combattants. Ouais. L'armée régulière libanaise, c'est 60 000 combattants. Donc ça veut dire que le Hezbollah peut faire jeu égal avec une armée régulière. Face à l'armée israélienne, en cas de combat urbain dans le sud Liban, les capacités d'infanterie du Hezbollah seraient évidemment largement affectées. Mais il ne faut pas sous-estimer la profondeur stratégique du Hezbollah, bien qu'il soit aujourd'hui affaibli. Et il y a aussi la question de l'Iran, qui a créé de toutes pièces le Hezbollah en 82, mais qui aujourd'hui est bien silencieux, et qui est bien silencieux pas que dans le contexte de ces derniers jours, mais de ces dernières semaines. Rappelez-vous que l'Iran a subi aussi d'importants revers. Après le 7 octobre 2023, l'Iran était le grand bénéficiaire des attaques du Hamas, puisqu'il reprenait à son compte la cause palestinienne. Aujourd'hui, le temps a passé. Les capacités dissuasives de l'Iran
se sont effritées, tandis que celles d'Israël augmentent, et c'est ce que cherche Israël aujourd'hui avec ces opérations de ces derniers jours et ces attaques militaires, c'est de restaurer sa posture dissuasive. Oui, je voulais juste ajouter une chose, c'est que c'est vrai que le Hezbollah est très affaibli, mais le Hezbollah n'a pas encore fait usage aussi de ses armes les plus précieuses, qui sont les missiles de haute précision. Or, il s'avère que pour l'Iran, cet arsenal-là, c'est un arsenal assez sacré et qui est censé en réalité protéger l'Iran en cas de confrontation directe de l'Iran avec Israël et éventuellement les États-Unis, puisque s'il y a une confrontation, et c'est ça, et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Iran ne veut pas de guerre totale, c'est parce que ce que craint l'Iran avant tout, c'est que s'il y a une confrontation généralisée, les États-Unis entrent en guerre aussi contre l'Iran. Et dans ces cas-là, c'est peut-être la survie du régime qui est en jeu. Donc il y a beaucoup de choses en jeu pour l'Iran dans cette histoire. Donc si je comprends bien, c'est une guerre voulue par Netanyahou et lui tout seul, d'une certaine façon, pour des raisons aussi intérieures. Netanyahou. Alors, Israël fait face aussi à ce qu'on appelle la ceinture de feu. Je le rappelais tout à l'heure, ces groupes terroristes. Mais aujourd'hui, pour des raisons de politique intérieure, Netanyahou est confronté à la guerre. C'est-à-dire que Gaza est dans une situation catastrophique. Il y a aussi les déplacés israéliens qui ne peuvent pas revenir dans le nord du pays. Et qui représentent un important enjeu politique. Si vous voulez, aujourd'hui, d'un point de vue de la politique interne israélienne, il y a deux grands enjeux. Il y a la question des otages, rappelons-le quand même, qu'il y a encore des otages retenus à Gaza par le Hamas. Et puis, effectivement, ces Israéliens déplacés dans le nord. Et si riposte robuste du Hezbollah devait intervenir, ça serait certainement dans une zone comme Haïfa et ces villes où les populations sont déplacées. C'est un important enjeu interne en Israël. Donc Netanyahou a intérêt à ce que la guerre continue? Bien sûr, pour des raisons de politique intérieure, comme ça a été précisé, et puis aussi parce qu'il sent pour le moment qu'il a la supériorité technologique. Il n'avait pas cela en 2006. Là, on a constaté la semaine dernière qu'aujourd'hui, ils ont très très bien travaillé depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui sur ce volet-là, en fait, en Israël. Et donc, on a vu cet effet surprise qui a été créé, et ça, pour le moment, ça crée un avantage côté israélien. J'ai une autre question aussi. Au-delà, évidemment, de la peur des Libanais aujourd'hui, que pense la population du Hezbollah? Une partie le soutient, ne le soutient pas? Alors c'est la question, je pense, qui polarise le plus aujourd'hui la société libanaise et depuis un certain nombre d'années. Alors évidemment, vous avez deux pôles, les gens qui sont farouchement pro-Hezbollah, les gens qui sont farouchement anti-Hezbollah. Entre ces deux pôles, vous avez des gens qui sont pour ou contre, mais avec des nuances. Et c'est vrai que depuis le 7 octobre, on a vu, par exemple, notamment au sein de la communauté sunnite libanaise, qui était très remontée contre le Hezbollah ces dernières. En fait, depuis l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafi Hariri, puis depuis l'intervention du Hezbollah en Syrie à la rescousse du régime de Bachar el-Assad, et qui là, parce que c'est la cause palestinienne qui est en jeu, etc., sont sur une ligne anti-mais. Voilà, et puis vous avez des gens qui sont très critiques du Hezbollah, par exemple, de son rôle en fait sur la scène intérieure libanaise, et notamment du rôle qu'il a joué, du rôle contre-révolutionnaire qu'il a joué en 2019 avec le soulèvement populaire libanais, mais qui, quand il s'agit de la résistance à Israël, sont plutôt pour, parce qu'il y a aussi le souvenir de la libération du sud du pays en 2000, etc., etc. Donc ouais, il y a des nuances, mais c'est très polarisant. C'est aussi polarisant en fonction des communautés, il faut le dire très clairement. Aujourd'hui, on ne peut pas se cacher derrière notre petit doigt. La majorité de la communauté chrétienne et sunnite est contre, considère que le Hezbollah a entraîné le Liban dans cette guerre. Il s'est impliqué dans le conflit de Gaza. Ce n'est pas le gouvernement libanais qui s'est impliqué, c'est le Hezbollah, sans demander l'avis de ces autres communautés qui aussi composent la société libanaise. Et puis, au sein de la communauté chiite, ce n'est pas 100% de la communauté chiite qui soutient le Hezbollah. On va dire que c'est une grande partie, il faut le dire, peut-être 80 à 90%, nous n'avons pas les chiffres, mais il y a aujourd'hui de plus en plus de voix chiites, même si elles ne sont pas très nombreuses, qui s'élèvent un peu contre cette politique du Hezbollah.
Quelle pourrait être l'issue de ces opérations? Bon, on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans les prochains jours, même si Israël a dit qu'il n'y aurait pas d'opération terrestre. Ça a été dit à l'ONU ce soir. Est-ce qu'Israël peut effectivement parvenir à... Alors, anéantir, le mot est un peu fort, le Hezbollah? En tout cas, quand on regarde dans le passé, dans l'histoire, on a fait référence à quelques conflits plus ou moins récents. Les grandes opérations, les opérations d'envergure d'Israël ont toujours été précédées de vastes campagnes aériennes. Ce qui est en train de se dérouler, c'est-à-dire que l'aviation israélienne en ce moment tourne à plein régime. Quant à la destruction d'un groupe comme le Hezbollah, comme le Hamas d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal, puisque on peut amoindrir les capacités opérationnelles de ces groupes. En revanche, la matrice idéologique demeure. Et ça, c'est un autre combat sur un autre terrain. Et le Hezbollah, c'est encore plus particulier, puisque, comme vous le rappelez, il a un rôle politique aussi au Liban. Un rôle politique, religieux, culturel, économique. Et donc, il a... Social. Et social. On va en parler aussi. Et si vous voulez, ce n'est pas qu'un groupe terroriste tel qu'on le... qualifie traditionnellement dans les affaires stratégiques et en analyse des relations internationales. Il a un véritable rôle au Liban, contesté, évidemment contestable, mais je ne crois pas qu'on puisse venir à bout idéologiquement d'un tel groupe. Sur le rôle du Hezbollah au Liban, vous disiez rôle social. Alors oui, en fait, le Hezbollah, c'est plusieurs choses. Évidemment, il y a la dimension milicienne, il y a la dimension politique, mais c'est là où ça devient aussi très compliqué, c'est qu'il y a une dimension sociale très importante. Et donc, quand on dit détruire le Hezbollah, qu'est-ce qu'on veut dire par détruire le Hezbollah? Parce que détruire le Hezbollah, par exemple, un hôpital qui est géré par le Hezbollah, les gens qui sont employés dedans, ce sont des civils, ce sont pas des... Enfin, je veux dire, donc la frontière, elle est extrêmement... Je pense que le leadership israélien joue beaucoup sur les mots aussi quand il dit en guerre contre le Hamas, en guerre contre le Hezbollah. Ils ne sont pas en guerre contre juste le groupe armé, ils sont en guerre en fait contre une société, quoi. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Le Hezbollah est un objet politique extrêmement complexe qui est né d'une triple réalité historiquement, la révolution islamique iranienne, l'invasion, l'occupation israélienne du Liban et la marginalisation historique de la communauté chiite dans le contexte libanais. Et aujourd'hui, c'est à la fois une milice, mais c'est aussi une organisation, un parti politique, et c'est aussi une organisation sociale. Oui, allez-y. Non, c'est tout à fait ça. C'est beaucoup plus compliqué que cela. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on vous dit 569 morts, 50 enfants, des civils, dans ces 569 morts, ce sont des civils qui parfois travaillent dans des entités qui appartiennent, qui sont des hôpitaux, voilà, tout à fait. À la poste, des hôpitaux, des écoles, des universités, des centres, des services publics. Voilà, exactement. Donc, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que cela. On compare, enfin en tout cas certains comparent la situation au Liban avec celle de Gaza, en se demandant est-ce que le Liban pourrait être un nouveau Gaza? Est-ce que les situations sont vraiment comparables? On entend beaucoup cette question, on l'entend là depuis quelques jours déjà. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que cela, parce que déjà le Liban est un pays indépendant, ce n'est pas Gaza. Avec des infrastructures beaucoup plus fortes. Des infrastructures, une population, des relations diplomatiques, internationales. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Après, si on va comparer le volet destruction d'infrastructures, le Sud, il commence déjà à ressembler à Gaza aujourd'hui avec ce qui se passe. Mais si on veut parler globalement de la destruction du pays, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un pays indépendant. Finalement, ce n'est pas la bande de Gaza. Les gens sortent, ils vont, ils viennent. Il y a des relations politiques, il y a des relations diplomatiques. C'est vrai qu'il y a un gouvernement d'affaires courantes, mais c'est un pays qui a des relations diplomatiques avec l'étranger. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Maintenant, ce qu'on peut souligner aujourd'hui, c'est un certain silence de la communauté internationale. J'allais en parler. Par rapport à ce qui se passe. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence demain. Bon, pourquoi la communauté internationale ne fait rien? Alors, c'est extrêmement difficile aujourd'hui pour la communauté internationale de peser quand alors, déjà, qu'est-ce que la communauté internationale dans le contexte géopolitique contemporain?
Ça, c'est une grande question qui se pose dans les différents cercles stratégiques. Mais en fait, on entend tout le monde dire on ne veut pas d'escalade. C'est la seule chose qu'on entend à chaque fois. Alors, là encore, tout à l'heure... Ça vous fait rire, mais c'est un peu vrai, non? Le terme guerre totale était remis en question, celui de l'escalade aussi, puisqu'on annonce toujours une escalade, un embrasement. Mais c'est en encore réalité, pire. L'escalade et l'embrasement, il est permanent, si vous voulez. Donc, si vous voulez, les grands États aujourd'hui, traditionnellement influents, ont du mal à peser dans des négociations, dans les affaires militaires. Et aujourd'hui, on voit bien que même les États-Unis, dans le contexte électoral, avec une échéance qui approche à grands pas, ont du mal à peser, ont du mal à agir auprès de Benjamin Netanyahou. Et il en profite, comme certains acteurs impliqués dans le conflit russo-ukrainien en profitent aussi pour accélérer. Il y a une véritable accélération aujourd'hui sur les différents théâtres. Moi, le Conseil de sécurité des Nations Unies, j'ai pas de grande... Vous avez fait une croix dessus depuis bien longtemps. Voilà, c'est ça. Je pense que ce soit... je veux dire, les États-Unis mettent toujours leur veto sur tout ce qui concerne Israël. Moscou, la Russie mettait toujours son veto sur tout ce qui concernait la Syrie. On est dans une région... je crois que pour moi, le mot-clé qui caractérise cette région, c'est l'impunité. Tout le monde peut faire ce qu'il veut sans jamais rendre de compte à personne. Et aujourd'hui, je pense que sans réforme de toute manière extrêmement profonde de ce fameux Conseil de sécurité des Nations Unies, je ne vois pas très bien ce qu'il y a à attendre de la communauté internationale, honnêtement. Mais après... c'est peut-être très pessimiste. Oui. Non, mais c'est ce que Netanyahou s'est dit, parce qu'il a vu en fait, comment il avait agi vis-à-vis de Gaza. Il y avait un certain silence. Et donc, il s'est dit, je peux y aller aussi ailleurs, on va dire, sur une autre frontière. Il avait la Cisjordanie, il avait la frontière nord avec le Liban. La frontière nord avec le Liban, ça l'intéresse beaucoup, parce que d'un point de vue économique, c'est une zone qui est très importante économiquement pour Israël. Et donc, le silence a fait en sorte on va dire qu'il a pu s'aventurer un peu sur cette frontière-là. Donc ça joue énormément. Et puis, il faut le dire, les élections qui arrivent, les Américains, pour le moment, ne sont pas vraiment concentrés sur Israël. Biden a la tête ailleurs. Et puis, il profite du moment, Netanyahou. Et l'Europe, on a vu qu'elle n'avait pas joué un rôle depuis très longtemps, et la France aussi. Dans ce conflit. Sur le rôle de la France. Voilà. Macron répète qu'on est aux côtés des Libanais. Alors, il l'a redit aujourd'hui. Si vous me permettez de réagir par rapport à ce qui a été dit, au-delà des intentions de Benjamin Netanyahou, encore faut-il rappeler que le Hezbollah représente aussi une vraie menace pour Israël. Donc c'est aussi un facteur important. Quant à la question de l'impunité, je crois pas... Est-ce qu'Israël pourrait faire autrement pour lutter contre le Hezbollah, qui tire des roquettes à la frontière, et ça tous les jours? D'un point de vue géographique et militaire, Israël est aujourd'hui dans une situation éminemment complexe. Il ne faut pas sous-estimer aussi le choc qu'ont constitué les attaques du 7 octobre 2023, qui ont profondément choqué la société israélienne et évidemment un certain nombre de sociétés partout dans le monde. Mais quant à la question de l'impunité, elle est très importante. Et il faut rappeler aussi le système interne. D'impunité dans la région. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, certains responsables, alors israéliens ou d'autres, auront à répondre de ce qui se fait actuellement, de ce qui a été fait précédemment. Les commissions d'enquête en Israël, elles sont extrêmement importantes et puissantes. Quand des responsables politiques israéliens seront auditionnés et passeront devant des commissions d'enquête, ça ne sera pas sans conséquence pour eux. Donc le temps politique d'un certain nombre de dirigeants, il est malgré tout compté, même si c'est à contre-courant de ce que l'on peut penser aujourd'hui. Et c'est arrivé dans le passé, parce qu'après 1982 et après 2006, il y a eu des commissions d'enquête, en fait, sur ces guerres qui ont eu lieu avec le Liban. Donc, pour prouver que dans le passé, ça a été fait, en fait. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion ce soir.